j'ai bouleversé ma vie à un point que la plupart des gens de mon entourage ont pu penser ou ont dû penser à un moment donné: «Elle débloque la fille. Elle a un super métier, elle est experte dans son domaine, dans sa science juridique, elle a un super statut, elle gagne très bien sa vie, elle a une jolie maison, elle est aux portes de la Suisse romande, du Pays de Gex, de la dans la Haute-Savoie, où il y a des centaines, des milliers de gens qui viennent de partout pour venir travailler là, à Genève, parce que là, on gagne bien sa vie, parce qu'il y a de l'argent, parce que ci, parce que ça. Et cette fille, elle est là, et en fait, elle met tout ça à la poubelle pour aller faire autre chose. Alors, chère Irina, après ces émotions continues, qu'est-ce qui fait que tu passes de juriste au chant? Comment ça s'est fait, la métamorphose? Ça s'est fait progressivement? Oui, J'imagine que ça a pris du temps. je pense que c'est une longue métamorphose. J'avais écrit, il y a quelques années que je passais de la voix de droit à l'harmonie de la voix, et c'est vrai que c'est vraiment ça. C'est comme, une bifurquée. Hem, donc comme je disais tout à l'heure, j'avais cet élan, cet idéal de justesse et de justice toujours, ce qui fait que j'ai étudié le droit et que je l'ai pratiqué longtemps. Mais à côté de ça, j'ai une passion, on va dire un amour, total pour, l'usage de la voix et la musique. Mais plus spécifiquement le chant, vraiment le travail par la voix. Et j'ai eu la chance que ma maman, elle était aussi très sensible à la musique, et mon papa aussi. Même s'ils ne pratiquaient pas vraiment, ils n'étaient pas musiciens ni l'un ni l'autre, mais la musique était toujours partie prenante de nos vies. Musique classique, chansons françaises, chansons allemandes, musique anglo-saxonne, tous les styles étaient écoutés à la maison. J'ai des images qui me reviennent de moi qui chantais avec la brosse à cheveux à 6 ans, les grands tubes de ABBA et de Barbara. Ouais, il y a vraiment ça, j'ai grandi avec ça. Et ma maman, elle a vite compris que ça me plaisait, que il y avait un attrait pour ça, donc elle m'a inscrite à une chorale. Une chorale à Épalinges, c'est le village où j'ai grandi. Et à partir de 6, 7 ans, voilà, jusqu'à 15, 16 ans, j'étais dans cette chorale et j'ai appris à chanter là-bas. J'ai eu mes premières expériences de petite chanteuse choriste, de mes premiers solos aussi. Donc assez vite, notre chef de chœur, qui s'appelait Pierrette, qui s'appelle toujours Pierrette Rière-Romascano, elle, elle trouvait que j'avais une voix très juste, très cristalline, et j'osais. En fait, j'étais pas particulièrement, mmh, j'étais un peu timide, mais j'osais quand même. Quand il s'agissait d'aller chanter, j'osais le faire. Donc j'ai eu plusieurs petits rôles de soliste, dans des spectacles, dans différentes choses. Et et depuis ce moment-là, j'ai jamais arrêté la musique, jamais arrêté le chant. Après ces 10 années, 12 années de chorale,
J'ai eu la chance de pouvoir participer à des grandes productions à Lausanne, avec les chorales d'enfants dans des productions opératiques comme Carmen, comme Turandot de Puccini, Boulevard Solitude. Enfin voilà, il y a eu plein de productions comme ça au Grand Théâtre à Lausanne à l'époque. Et quand j'étais un peu trop âgée pour rester dans cette chorale d'enfants et de jeunes filles, ben, je suis partie au conservatoire, ça s'appelait à l'époque Conservatoire de la Riviera, Montreux, Vevey, Riviera, pour continuer à me former en classe de chant classique, en cours individuel. Donc j'ai passé les examens chaque année pour grandir dans mon instrument de chanteuse, dans un répertoire vraiment classique. En parallèle, j'avais demandé à mes parents si je pouvais faire du violon. Donc entre l'âge de 6 ans, ouais, 6 ans et demi, 7 ans, jusqu'à 14 ans, j'ai suivi les cours de violon au Conservatoire de Lausanne. Le violon, j'ai arrêté à l'adolescence parce que je trouvais que ça devenait trop astreignant, ça me demandait trop d'efforts. J'avais une période aussi adolescente où j'avais envie de faire plus de sport. Je pense que j'avais une énergie qui avait besoin de s'exprimer différemment. Donc j'ai fait plus de courses à pied, je faisais de l'aviron, du vélo, voilà. Mais le chant, j'ai toujours gardé. Et petit à petit, pendant ma carrière de juriste, j'ai cultivé des projets de musique actuelle, des projets de musique classique avec des collaborations diverses et variées. Et donc, je n'ai jamais arrêté. J'ai toujours eu cet élan pour le travail de la voix, de ma voix, à travers toutes ces années. Et je dirais qu'à un moment donné, autour de 2012, comme je chantais souvent en concert, j'ai quelques personnes qui m'ont dit ah, mais c'est joli, quelle belle voix, comme tu chantes bien, est-ce que tu pourrais donner des cours? Est-ce que tu pourrais me donner un cours de chant? Et bon, ma première réaction, c'était non, je ne peux pas. Je chante, je sais ce que je fais comme chanteuse, plus ou moins, mais je ne peux pas enseigner, je ne peux pas transmettre. Mais ça avait posé une graine dans mon esprit à ce moment-là. Et à partir de 2012, je me suis vraiment intéressée à la question, c'est quoi la voix? C'est quoi la voix? Puisque je l'utilise pour parler, comme outil de langage, comme outil d'expression. Je l'utilise pour chanter, comme instrument de musique, comme vecteur d'émotion et de culture, d'art. Et puis j'avais le sentiment, en plus, que plus je travaillais ma voix, par ma propre expérience, plus ça me faisait cheminer. Plus ça m'amenait à me questionner sur ah, mais quand mon corps est trop rigide, je chante moins bien. Quand ma respiration est courte et un peu repliée, je chante moins beau, moins juste. Quand mon corps est triste, je chante pas du tout. Voilà. Et donc toutes ces questions, elles se sont accumulées jusqu'au jour où j'ai cherché une formation qui puisse me nourrir sur ces questions-là. Et je savais que c'est pas dans un conservatoire qu'on allait m'apprendre ça. On allait me faire comprendre la technique, comment on améliore son instrument, mais pas l'aspect psycho-émotionnel derrière l'usage de la voix. Et donc j'ai cherché une formation qui soit taillée pour mes besoins et mes attentes. Et j'ai trouvé une formation à Paris
qui est délivré encore aujourd'hui par une fameuse coach vocale et formatrice qui s'appelle Yael Benzaken et qui a créé une formation qui s'appelle Voice Global Coaching, qui s'abrège VGC. Je me suis renseignée et ça me parlait parce que c'était une formation qui était ouverte à toute personne ayant déjà travaillé sur son instrument, toute personne qui cheminait en direction de comprendre mieux ce qu'est la voix dans le corps, donc dans le corps émotionnel, par rapport à nos croyances, à nos habitudes, par rapport à notre schéma corporel. Ça avait l'air d'être très riche et très complet. Et donc, je me suis renseignée et j'ai suivi cette formation, je me suis inscrite. Et pendant 2 ans, 2 ans et demi, entre 2015 et 2017, j'ai suivi cette formation en cours d'emploi. Donc, j'étais toujours juriste à Genève. Entre-temps, j'avais baissé mon temps de travail. Et cette formation, elle est le socle. Vraiment, quand je me suis retrouvée là-bas à Paris, avec toutes sortes de profils différents, des profs de chant, des orthophonistes, moi qui étais juriste, des formateurs, des enseignants, tous les profils différents, mais tous animés par la même passion et le même intérêt de comprendre ce qu'est la voix humaine pour nous, en fait, comme créature pensante et sensorielle et pensante. Voilà. Et ben voilà, au bout de 2 ans et demi de cette formation, j'ai passé un diplôme de coach. C'était fin 2017 et entre-temps, eh ben, j'avais commencé à coacher. Donc j'avais ma profession de juriste et quelques heures par semaine, j'avais accepté d'accompagner et d'enseigner le chant, donc vraiment strictement, on va dire, la science de mieux chanter à quelques élèves qui venaient chez moi à la maison. J'ai fait mes premières armes comme ça et en fait ça marchait, c'était super agréable, ça me plaisait cette phase de transmission et les personnes étaient heureuses, je voyais qu'elles en ressentaient du plaisir et je me suis dit mais tiens, il y a peut-être pas que le droit dans la vie, il y a peut-être autre chose à explorer dans ce monde. C'est bon, tu as donné pas mal d'énergie et de ton temps au monde juridique. Et en fait, je me suis dit très clairement à un moment donné, regarde, là, tu as donné 20 ans de ton jus, de ton expérience et de ton expertise et de ton élan à la société dans sa globalité, puisque en droit pénal, on essaye quand même d'être des outils pour faire que la société vive plus sereinement. En droit de l'environnement, que ce soit pour la protection des eaux, la protection de la nature aussi, on se met au service de la société, du monde civil, pour que les choses aillent un peu mieux grâce à ce qu'on donne de soi. Et là, je me suis dit, ben non, j'ai envie de donner de mon temps et de l'énergie à un endroit un peu moins macroscopique et peut-être un peu plus micro, donc à l'humain, dans ce qu'il a de plus simple et de plus viscéralement important. C'est comment on devient un humain épanoui, bien dans ses baskets, qui fait ce qu'il a envie de faire, qui s'exprime, qui vit en liberté. C'est un grand projet ça. Et donc je me suis dit tiens et ouais, pourquoi la voix, le travail de la voix, ce serait pas l'outil idéal pour aller sur ce chemin. Entre-temps, j'avais fait des bilans de compétences où on m'avait dit oui, vraisemblablement, il y a
Il y a une aptitude, un goût à la transmission, une capacité à aller creuser, à aller chercher, à faire les choses de façon sérieuse, à inspirer la confiance. Donc je me suis dit: «Tout ça mis bout à bout, pourquoi pas, aller dans cette voie-là?» Et donc à la fin de cette formation VGC, hem, des bouleversements de vie privés et professionnels qui se sont imposés, mais que j'ai aussi en partie initiés, ont fait que j'ai quitté complètement le monde où je vivais avant. Donc je dirais que l'année charnière, vraiment, c'est 2018-2019. Dans cette année-là, j'ai bouleversé ma vie à un point que la plupart des gens de mon entourage ont pu penser ou ont dû penser à un moment donné: «Elle débloque la fille. Elle a un super métier, elle est experte dans son domaine, dans sa science juridique, elle a un super statut, elle gagne très bien sa vie, elle a une jolie maison, elle est aux portes de la Suisse romande, du Pays de Gex, de la dans la Haute-Savoie, où il y a des centaines, des milliers de gens qui viennent de partout pour venir travailler là, à Genève, parce que là, on gagne bien sa vie, parce qu'il y a de l'argent, parce que ci, parce que ça. Et cette fille, elle est là, et en fait, elle met tout ça à la poubelle pour aller faire autre chose. Et malgré ça, sur cette année-là, j'ai résilié mon contrat de juriste à Genève. J'ai vendu la maison dans laquelle je vivais à l'époque avec mon précédent compagnon. J'ai vécu pendant un temps en coloc pour pouvoir assumer la transition. J'ai créé mon site internet de coach et j'ai quitté la région complètement pour m'installer ici dans le Lot et renaître à une nouvelle vie, en fait, une renaissance complète avec un nouveau lieu de vie, une nouvelle région que je connaissais pas du tout ou très peu, un nouveau métier, un nouvel élan. Voilà. Donc ça s'est pas du tout fait en un claquement de doigts. C'est un long processus, un processus qui nécessitait beaucoup de courage et de détermination, mais aussi une certaine dose de stratégie et d'organisation matérielle, financière, physique pour dire bon ben là je passe de ça à ça. Mais véritablement, avec le recul, je me dis c'était un effort. J'ai fourni un gros effort. Mais j'étais portée par plusieurs choses. J'étais portée déjà par ma conviction que c'était là qu'il fallait aller. J'étais portée par l'amour de mon compagnon, de mon mari, qui croyait en moi complètement. Il était complètement en adhésion avec le projet. Portée par cette conviction que dans la vie, en tout cas dans ma vie, ça c'est ma vérité, ma réalité, on est amené à s'expanser, à grandir, à mûrir et c'est pour tout le monde pareil, je pense. On a des phases d'expansion et dans ces phases d'expansion, soit on accepte l'expansion et on se laisse passer dans la pièce suivante ou dans le modèle suivant, ou on l'accepte pas. Et donc on reste sous la marmite, sous le couvercle de la marmite. Et dans ma vie, en fait, j'ai toujours fonctionné comme ça. Au moment où je sens l'expansion, ça fait un peu peur, on hésite, on se dit qu'est-ce que je fais, mais en fait je laisse expandre. Et après, il y a comme une force qui fait que les choses s'alignent et se mettent à disposition. Voilà, c'est comme ça que je l'ai vécu en tout cas.
C'était comme une nécessité de changer de métier? C'était une évidence à un moment donné? C'était une évidence. C'est une évidence qui s'est bâtie petit à petit, mais il y a un jour précis, je me souviens toujours, j'étais à Genève dans mon précédent lieu de travail. C'était un immeuble bien genevois, un peu rigide, un peu gris, un peu formel. Et j'arrivais le matin, j'ai pris l'ascenseur comme d'habitude. Et en fait, j'avais été déjà dans ma voiture et dans les transports publics parce que la circulation est devenue épouvantable dans la région de Genève et environ, bon, comme dans beaucoup de villes et d'agglomérations aujourd'hui. Et j'avais déjà passé 1 heure et demie pratiquement en trajet pour venir travailler. Et je me suis retrouvée au pied de l'immeuble. J'ai pris l'ascenseur, je suis arrivée dans mon bureau et je me disais, j'avais 48 ans à l'époque, 47 ans peut-être. Et je me suis dit, est-ce que maintenant tu as 47 ans, est-ce que tu vas faire ça encore 10 ans? Est-ce que tu vas suivre ce chemin encore 15 ans? Peut-être encore 20 ans? Est-ce que tu es prête à ça? Et il y a tout mon corps qui a dit non. Mais toutes mes cellules, elles étaient en panique, quoi. Encore 20 ans là-dedans, je vais mourir. Je vais étouffer, je vais faire une dépression, un burn-out. En plus, il y avait des moments très, très difficiles dans cette fin de période dans mon poste qui impliquait beaucoup de responsabilités et j'avais dû avaler beaucoup de couleuvres. Et tout ça, mis bout à bout, j'ai dit non. Tu vivras pas ça encore 20 ans, ni 5 ans d'ailleurs. Et depuis ce moment-là, en fait, j'ai mis toute mon énergie et tout mon élan à bifurquer. Voilà. Donc c'est comme un gros train là donc il y a une certaine inertie, mais on a bifurqué. Voilà. Ok. Et alors là, on a envie de demander pourquoi le Lot? Pourquoi le Lot? Par amour. Bon, pour quelques raisons, je dirais. D'abord, parce que je connaissais un peu le Lot d'y être venue quand j'étais enfant. Grâce à mon papa et grâce à ma vie d'avant où j'avais eu la chance de découvrir le Lot. Et cette région de France, du Quercy, mais aussi un peu Aveyron, Lot, Cantal, mais toute cette zone, cette région de France dont on dit, je me souviens toujours d'un truc que j'avais entendu dans une émission, que c'est la diagonale du vide. Il y a une zone en France qu'on appelle la diagonale du vide parce que il y a beaucoup moins d'habitations, il y a beaucoup moins de gens, il y a beaucoup moins de concentration urbaine et démographique que partout ailleurs. Et déjà ça me, je sais pas, ça me plaisait l'idée de venir vivre dans un endroit où a priori il y a rien, où du moins c'est présumé que personne n'y vient, ou au moins à part pour les vacances, parce que il y a rien. Il y a des forêts, il y a des moutons, et d'ailleurs il y a quelqu'un qui m'a dit quand je suis partie, il m'a dit mais qu'est-ce que tu vas faire dans le Quercy? Mais dans le Quercy il y a que des moutons, il y a des brebis, tu vas enseigner le chant aux brebis. Je dis bah peut-être que oui, si c'est les seuls clients que je trouve. C'était un pari. C'était un peu un pari, mais je pense que j'ai un peu le sens du défi quand même. Oui. Et donc il y avait cette attraction pour cette région que je trouvais très belle, très attirante par ses paysages, par la beauté de son bâti, par la nature qui est très touchante ici. Et puis il y a beaucoup de sites
mégalithiques, il y avait un patrimoine historique magnifique. On sent l'histoire ici, on sent l'ancienneté, on sent qu'il y a quelque chose qui n'a pas été balayé par la modernité. Et ça me plaît. Ça m'a toujours plu et je pense que mon papa, il m'a quand même donné un peu ce goût-là, des choses authentiques, du patrimoine, du beau dans l'histoire et dans la nature. Et mon mari actuel, il vivait déjà dans cette région, il m'a dit « mais viens, on peut aller regarder si on trouve quelque chose, si on peut investir ici ». Et tout ça, mis bout à bout, j'ai dit bah chiche, c'est pas à Genève que je vais me réinventer, c'est en tout cas pas dans cette région-là. Et j'avais envie et besoin de m'extirper de ma vie d'avant. Et donc je pense que ça fait partie, selon mes convictions, ça fait partie de se redonner les chances de créer des nouveaux possibles. Ça se fait quand on vide sa tasse. C'est-à-dire, c'est quand le bol est plein, on peut pas rajouter des trucs dedans, il est plein. Donc, c'est un truc physique et métaphysique en même temps. Donc, il faut vider, recommencer, repartir à zéro d'une certaine façon pour pouvoir avoir la disponibilité de recréer, de ressemer, voilà. Ok. Je suis plus du tout dans le même mode qu'avant. Oui, faire du chant au fin fond du Lot, c'était pas gagné d'avance. C'était un peu un challenge. Ça a marché, ça a fonctionné de suite. Je me suis toujours dit qu'il n'y avait pas de raison que ça marche pas. Parce que j'étais complètement convaincue et et ce qui était par le passé une intuition de peut-être que le chant, le travail de la voix, c'est quelque chose qui est porteur, qui est intéressant pour l'évolution humaine. Cette intuition est devenue petit à petit une conviction qui s'est bâtie sur de l'expérience, donc c'était une sorte de conviction empirique. Et puis maintenant, les années ont passé et j'en ai la certitude. C'est-à-dire que j'ai bâti aujourd'hui une certitude que je ne peux pas encore, peut-être que tout le monde ne peut pas prouver scientifiquement ou par des analyses, quoique il y a déjà beaucoup de choses qui se font maintenant qui permettent de mettre en évidence la force du pouvoir, du travail par le son, par la respiration, par la voix, sur le bien-être des personnes. Mais c'est cette certitude une foi, une sorte de foi insubmersible, que ce que j'avais à faire ici, c'est important. Et ça dure le temps que ça dure, ça marche comme ça marche, mais il fallait le faire. Voilà, et maintenant, ben, ça fait... je suis arrivée là en 2019. On est en 2026. Et voilà, ça m'a coûté beaucoup d'énergie, beaucoup d'élan de réseautage, d'aller au devant des gens, d'aller les rencontrer, de se mettre en danger, d'aller chanter dans la rue, de trouver des opportunités de chanter dans des petits lieux et de se faire connaître. Et pour moi, ça, c'était très difficile. J'ai vraiment dû, on va dire, les Allemands disent über sein Schatten springen, ça veut dire sauter par-dessus son ombre. Parce que quand j'étais juriste, à Genève, magnifique bureau, directorial, tout ça, j'étais assise derrière mon ordinateur et les gens, ils venaient me consulter
comme étant la seule juriste du périmètre. Donc, quand on ne savait pas quoi faire, on allait voir Madame Lopériole. Alors, j'avais juste à ouvrir la bouche et dire, bon, tu as besoin de quoi? Je te le donne. J'avais pas besoin d'aller chercher du boulot. Alors que là, dans cette nouvelle vie, j'ai complètement renversé la vapeur. Je suis entrepreneuse. Je gère maintenant une société et je l'ai montée complètement, quoi, de la tête aux pieds. Je l'ai bâtie en allant chercher les finances, en allant chercher les alliés, en allant chercher les spectateurs, en allant chercher les aides qui m'étaient nécessaires pour arriver à ce que ça soit viable et épanouissant et que ça fonctionne. C'est une foi que tu transmets très bien. En tant qu'élève, je peux dire que cette foi, je la reçois et je suis éblouie par la voix, par tout ce que tu transmets au-delà de la voix d'ailleurs. Merci, c'est gentil. Oui. Du coup, c'est moi qui te pose une question. Au-delà de la voix, ça veut dire quoi pour toi? Au-delà de la voix, c'est apprendre à se connaître, hein, à connaître ses profondeurs. Moi, ce qui me fait avancer, c'est les remises en question. Et la voix aide aux remises en question aussi, dire « Ah là, je suis pas trop juste, là j'en fais trop, j'en fais pas assez ». Toujours de trouver le juste milieu entre vouloir paraître, vouloir bien faire et être soi-même simple et authentique. C'est ce travail-là que je trouve intéressant pour ma part. Oui. Oui, alors là, effectivement, tu m'emmènes sur une autre thématique qui est le prolongement, en fait, le prolongement de qu'est-ce qui se passe quand on travaille sa voix? Est-ce qu'on devient juste un meilleur chanteur, un meilleur musicien ou un meilleur orateur? Donc ça, c'est là, j'évoque en fait les trois piliers de mon accompagnement. C'est-à-dire que d'une part, la voix engage le langage, puisque la voix est indissociable de la phonétique, donc de la linguistique. Donc ça fait de la voix un outil d'expression incomparable. Donc on entre là de plein pied dans l'art de bien dire, de bien parler, qui est l'art oratoire. Donc ça, c'est un axe de travail où il y a des techniques, ça s'apprend. Personne ne naît, ou très rarement, on naît avec l'aisance de dire et de parler ou de chanter en public, puisque ça requiert de dépasser des aspects, des peurs, des aspects sécuritaires qui sont, on va dire, presque communs à toute créature humaine. Cet enjeu de je vais me mettre en danger peut-être si je parle ou si je chante devant les autres. Donc il y a l'enjeu art oratoire, il y a un deuxième enjeu qui est le chant, donc la technique vocale. On ne devient pas comme ça un grand chanteur, notamment en chant lyrique. On dit qu'il faudrait au moins 10 ans pour construire une belle voix lyrique en technique, donc une voix travaillée qui est une voix solide, une voix endurante, une voix belle, une voix touchante. 10 ans. Donc ça, c'est pour l'aspect plus qu'est-ce que je fais de ma voix comme instrument d'art. Mais la troisième couche, qui est on va dire subséquente aux deux autres, et je pense qu'il y a beaucoup de profs de chant qui sont arrivés à cette conclusion,
à un moment donné dans leur carrière d'accompagnement des chanteurs, c'est que travailler la voix, V-O-I-X, ça aide à travailler sa voix, V-O-I-E. Et ça aide à travailler son chemin de vie parce que on va questionner en permanence nos croyances et nos certitudes et nos habitudes. La première, donc, et j'appelle ça, donc j'en parle, c'est un peu un scoop parce que je fais des conférences en ce moment sur ce sujet, mais j'ai encore peu, on va dire, développé sur cette question, mais j'appelle ça le quadrivium de la voix. Et donc le premier, c'est comme une table à 4 pattes. La première patte, c'est tout ce qui est en rapport avec la structure et la posture. Puisque la voix vit dans le corps est l'instrument, et le corps est bâti de plus de 630 muscles, de je ne sais pas combien d'os, et tout ça agencé d'une façon extraordinaire. Et donc la première chose qu'on va évoquer pour le chanteur, c'est qu'est-ce qui se passe dans le corps. Est-ce qu'il y a un endroit du corps où réside un déséquilibre ou une disharmonie? Donc, est-ce que ça va être la façon de se posturer dans ses pieds, dans ses jambes, dans son bassin, dans la musculature du ventre, qu'est-ce qui se passe dans les bras et dans les coudes, dans les mains? Libérer tous les muscles du front. C'est-à-dire, au moment où tu rentres dans l'intensité, tu aurais tendance à faire ça. Oui. Hein? Je le sens. On peut faire ça juste, toi, toute seule, le front bien détendu, comme si tu parlais d'un truc léger, tu vois. Sur le refrain. Thunder only happens when it's rain. Oui, tu sais, je t'avais prévenu. Hein. Quand on s'exprime dans le dos et dans toute la zone qui concourt vraiment à l'émission de la voix, c'est-à-dire toute la zone laryngée, la mâchoire, la langue, le voile du palais, le pharynx, la bouche, les lèvres, les muscles faciaux, le regard, la nuque, tout. Tout est indispensable à l'équilibre du son. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut aller explorer avec une personne. La deuxième patte de ce quadrivium de la voix, c'est la physiologie de la voix. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on génère du son? Le son se fait sur l'air. Et donc, le corps inspire et respire. Et donc, on s'aperçoit que la plupart des gens, ils respirent toujours à minima. Ils respirent, tout le monde sait respirer, Dieu merci, on est bâti comme ça pour vivre. Mais souvent, on respire en dessous de notre capacité totale. Et donc, chanter mieux et accompagner les gens avec la voix et par la voix, ça implique d'aller requérir des espaces respiratoires qui sont parfois oubliés ou méconnus par la personne. Et on sait très bien que quand on commence à agir et intervenir sur le mode respiratoire, on touche à des espaces de l'équilibre du corps qui sont évidents maintenant pour la science, c'est-à-dire qu'on augmente la surface respiratoire grâce au diaphragme, donc on va avoir un impact sur le rythme cardiaque, on va avoir un impact sur notre équilibre nerveux, donc entre la phase sympathique et parasympathique, et tout ça rien que par la respiration. Donc ça, c'est le deuxième pilier, j'évoque quelques aspects de ce pilier. Le troisième, c'est tout ce qui est en rapport avec la phonétique. Et quand on parle, eh bien, on utilise des voyelles et des consonnes. Et c'est l'alchimie
de ce truc incroyable qu'est le langage, en fait, et le langage pour l'être humain, c'est que l'alchimie des voyelles et des consonnes fournit l'équilibre nécessaire à la voix. Ça apparaît peut-être un peu hermétique, comme je l'évoque ici, mais si on n'a pas des consonnes suffisamment présentes dans le corps, dans notre bouche, on ne peut pas ouvrir suffisamment les voyelles. Et si le corps lui-même n'est pas assez disponible pour accueillir et la respiration et les voyelles, on ne peut pas avoir une voix qui s'épanouit. Donc ça remet en question tout notre schéma de pensée et d'habitude. Donc on peut imaginer une personne qui se sent terrifiée à l'idée de parler ou de chanter en public. Et donc la voix ne vit pas, la voix ne sort pas. Eh bien, on va devoir aller explorer avec elle tous les espaces du corps, qui vont permettre à la voix de s'asseoir et de se libérer davantage. Donc ça va être peut-être remettre en question la façon dont on utilise son ventre, la façon dont on utilise sa mâchoire, ses lèvres, sa langue. Et souvent, ça remet en question des habitudes, des schémas de pensée qui sont très anciens. Donc des personnes à qui on a dit tout au long de leur enfance, tais-toi, ne fais pas de bruit, efface-toi. Ça va même beaucoup plus loin, ça va rechercher dans des questionnements de l'ordre émotionnel pour des personnes qui ont vécu des traumatismes d'ordre sexuel, par exemple, puisque la bouche, les lèvres, mécaniquement parlant, j'entends physiologiquement parlant, c'est un sphincter. Donc les lèvres se ferment pour protéger notre monde intérieur et elles s'ouvrent pour accueillir le monde extérieur. Donc elle va s'ouvrir pour boire, pour respirer, pour manger, pour s'alimenter et pour parler. Donc c'est un espace de vie majeur qui, quand elle s'ouvre et quand elle vit librement, la vie circule. Et quand elle se referme, ou qu'elle se replie, ou qu'on n'ose pas, ça raconte que dans le corps, il y a des espaces qui cherchent à se protéger. Et donc là, on va toucher à de vieilles blessures souvent. Et c'est là qu'on met on met le pied dans la thérapie. Donc là, on touche plus du tout au monde de l'art, de faire du beau. On touche à la question de on fait pour être mieux, pour se sentir mieux, pour grandir, pour dépasser les freins et les problématiques passées. Voilà. Et le quatrième pied, de ce quadrivium, c'est justement le paramètre neuro-émotionnel. C'est qu'est-ce qui fait que finalement je me libère? Qu'est-ce qui fait que j'ose? Que je chante devant les autres, que je danse devant les autres, que je me libère, je me décomplexe complètement. Et donc c'est ce travail-là que je propose à travers mon accompagnement. Donc c'est pas seulement de faire des beaux et des bons chanteurs et des orateurs inspirants, c'est de faire des êtres humains, au moins d'aider, d'être un marchepied. Je dis souvent que moi je suis pas grand-chose, c'est la personne qui fait. Je me mets à disposition, je suis un marchepied pour permettre à la personne, au client qui me consulte, de passer
le petit cap à franchir pour se sentir prêt à se libérer davantage. Ça paraît clair, ce que je dis? Très très clair, c'est limpide. On va couper là. Ouais. Il faut que je boive.